Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi, Damien. Bienvenue dans Tam Tam. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien. Merci de m'accueillir dans ton lieu. Alors, on est dans une sorte de pièce un peu bizarre, au -1 d'un bâtiment énorme. Donc, j'ai un peu peur. En vrai, heureusement que je te connais parce que sinon, je serais pas là. Il n'y a pas de fenêtre sur l'extérieur, mais on est au premier. On est au rez-de-chaussée. Enfin, tu vois, voilà. On est au niveau du sol. Exemple que tu m'as perdu parce que je pense qu'on est au -1 alors qu'on est au niveau du sol. C'est un peu bizarre comme endroit, mais c'est chouette. Un ancien, tu m'as dit, usine de textile, c'est ça, dans un endroit un peu loin. J'ai mis 30 minutes de métro pour venir de la gare de Lille. C'était très long. Je sais. Mais en fait, c'est parce que Aura Technologie, du coup, ça a aussi pour vocation de revitaliser un quartier qui était. Il y avait plus que de l'ouvrier, du populaire. Et donc, en fait, on vient rajouter de la tech. Tu viens de gentrifier. Non, alors Lille a vraiment, je trouve, une bonne politique de mixité sociale. Et en fait, si on met tous les riches au même endroit, les pauvres sont tout seuls. Et donc, Euratech, ça sert aussi à revitaliser un quartier où il n'y avait plus de commerce avant parce que, en fait, il n'y avait plus de travail, quoi. Ce message est sponsorisé par la mairie de Lille. Ravi de t'avoir aujourd'hui, Damien, dans le podcast Tam Tam. Je suis très content de faire ça avec toi. Ça fait un moment que, quand j'ai lancé il y a 1 an, tu vois, t'étais dans mes invités sur la petite liste. Il s'est passé 1 an. Entre-temps, il y a eu 20 personnes qui ont été invitées, 25, 30, je sais plus. Et puis là, on fait ça pour la saison 2. Donc écoute, je suis très content. Pour les gens qui ne te connaissent pas, moi je te connais depuis un moment. Est-ce que tu pourrais en 1 minute à peu près te présenter ? Je pense pour ton audience, je suis le développeur qui s'est intéressé au recrutement à un moment. Et du coup, aujourd'hui, j'ai monté wheelofdeath.com. C'est le principal site d'emploi pour recruter dans l'IT et dans la tech aujourd'hui en France. On a des concurrents aussi qui existent. Oui, on a dit qu'on n'en parlait pas parce qu'on était mieux. Non, mais... En fait, faut pas comparer un cabinet en ligne ou un cabinet de recrutement avec un site d'emploi. Bien sûr. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais des sites d'emploi, il y en a encore. Genre Choose Your Boss, ça existe encore, ça marche encore. Lesjeudis.com, ça marche beaucoup moins. Et moi, je suis super content qu'il y ait des concurrents encore sur le marché. D'ailleurs, je voulais les racheter si Lesjeudis.com, l'acheteur... S'ils nous écoutent. Il y a quelqu'un qui l'a racheté récemment. C'est des Grecs qui les ont rachetés. Moi, je voulais les racheter, ils ont été vendus aux Grecs. J'ai raté la transaction. S'il y a moyen de revenir en arrière, rappelez-moi. Ok. Voilà, je lance cet appel. S'il y a encore des gens qui savent... Écoute, j'espère que l'appel sera entendu. J'allais faire une blague sur lesjeudis.com et sur la Grèce, mais je vais pas le faire. Je l'ai pas, je veux la connaître. Non, je la ferai après. Du coup, pour mieux te connaître aussi, j'ai 3 petites questions pour toi qu'on fait à chaque début d'épisode de Tam Tam. La première, c'est une chose que tu aimes dans la vie. Tu m'as dit que t'en avais plusieurs, mais... Ouais. Là, il faut que je choisisse une option. Moi, je vais prendre le vélo sur cette option. Le vélo, ok. Donc, t'aimes parce que du coup, tu trouves que c'est un bel objet ou t'aimes parce que t'en fais au quotidien, même sous la pluie à Lille ? Ouais, alors c'est vrai que j'ai eu plusieurs phases. Moi, j'ai d'abord eu une phase où je faisais du vélo pour travailler, parce que j'en avais marre de... Le vélo taf. Ouais, le vélo taf. Et récemment, je me suis acheté un vélo plus léger pour faire du vélo taf. Et en fait, je me flingue les jambes à aller faire du vélo le week-end avec. Et du coup, je le prends plus pour aller au vélo taf. Je comprends, t'en as marre. Non, c'est parce que je suis trop fatigué, donc je prends le vélo électrique pour aller au travail. Mais ouais, donc le vélo, c'est vraiment devenu une passion. Okay. C'est le vélo voyage aussi. C'est autonomie, liberté, dépassement de soi. Trop bien. Donc passion vélo. Est-ce qu'il y a une chose inversement que tu n'aimes pas dans la vie ? Franchement, les salles d'attente et les transports en commun. En fait, quand il y a plein de gens et qu'il se passe rien, quoi. Ouais, mais c'est le point commun entre les deux. En fait, c'est un piège à dopamine. Ma dopamine se vide, alors que le vélo, c'est l'inverse. C'est source infinie de dopamine, tu vois. C'est vrai, c'est vrai que le transport en commun, c'est un peu l'angoisse. Du coup, ne va pas à Paris parce que c'est que ça. Alors, ça l'attente un peu moins, ça dépend où tu vas et pourquoi, mais le transport en commun, c'est assez difficile. Moi, ça m'arrive de traverser Paris encore, tu sais, parce que des fois, je prends le TGV. Tu fais un vélo ? Ça. Et non, je prends ma trottinette dans le TGV. Et je suis le genre de bonhomme qui fait Montparnasse, Gare du Nord en trottinette.
Ce qui est relativement simple en fait. Oui, en vrai, c'est assez rapide. Si tu vas même plus vite qu'en transport en commun et tu t'amuses. Juste un petit peu peur des taxis G7, si on peut passer un message aussi. Même là. les voitures, en vrai, ils sont tarés. C'est hyper dangereux. Moi, je flippe chaque fois que je prends le vélo à Paris. Du coup, j'évite de le prendre, je préfère marcher parce que sinon, tu te dis que tu vas mourir en fait chaque fois que tu prends le vélo. C'est pas forcément dingue. J'ai déjà eu un accident et pour autant, je préfère encore faire du vélo que prendre les transports en commun, quoi. C'est vraiment genre. Comme quoi, t'as vraiment une angoisse des transports en commun. Ouais, j'aime vraiment pas les transports en commun. Ça, et c'était déjà là avant le Covid. Ok, il n'y a pas une anxiété à cause de maladies et tout. Je comprends. Est-ce que tu as ramené ton objet fétiche que du coup, à chaque épisode, je demande à des gens d'amener des objets. Alors, on a tout et n'importe quoi. Quel est le tien? C'est du fromage. Quel type de fromage? Alors figure-toi que moi, j'aime tous les fromages. Ok, genre tous. Tous, vraiment. Il n'y en a pas un que t'aimes pas? Ouais, non, parce que tu sais, il y a des gens par exemple qui sont un peu trop snob, ils aiment pas le fromage à tartiner ou le Babybel. Je l'aime aussi, moi. Ok. Il y a des gens Même qui les aiment... petits Louis? Ouais, alors. C'est bon, les petits Louis. Ah, le petit Louis, je trouve que c'est un peu de la mozzarella ratée, quoi. Mais. Ouais, c'est la manière d'aller dire ça. Très bien. Mais même les fromages forts, j'aime bien aussi. Ouais. Donc là, je t'ai ramené du fromage parce qu'en fait, hier soir, j'étais en Italie, donc je suis passé à l'épicerie et je ne sais pas ce que c'est. Il y a écrit quoi dessus? Pecorino italiano pecorino. gusto classico. Pecorino, pour faire des carbonara, la vraie recette avec du guanciale et pecorino. Donc j'ai aucune idée du goût que ça a et tout. C'est très bon. Ça ressemble un peu à une tome en termes de une bonne tome, tu sais, qui est. Ah bon, on va le savoir. Alors, parce que du coup, vous nous écoutez, mais il y en a. C'est en train de couper le plastique avec le couteau, parce que pourquoi pas. Ouais. Bah écoute, tu fais comment, t'as l'habitude pour ouvrir le fromage? Je fais un petit trou tout doux dans le plastique et ensuite j'ouvre gentiment, tu vois, pour pouvoir le refermer après. Mais non, bah là, regarde. De toute façon, j'ai pas l'intention de le refermer. On va quand même pas tout manger. Si. C'est par contre le plastique qui s'enlève. Moi, je vais tout manger, moi. Après, je t'oblige pas, hein. Si t'en manges pas, t'en manges pas. Il a l'air très bon. On sent c'est le fromage. Comment il s'appelle, le fromage espagnol là, qui a une peau un peu noire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, ça sent la truffe, non? T'es plus proche que moi du fromage. Bah écoute, regarde, hop, je vais couper encore un petit bout là. Et effectivement, je le couperai proprement après. Hop. Donc tellement passionné qu'on est prêt en plein enregistrement dans une salle un peu soviétique à aller manger du fromage. C'est très random comme situation. C'est vrai qu'elle a l'air soviétique cette salle. Eh ben écoute, je me penche un peu. Attrape ça. On va goûter, on fait de la ASMR pecorino ou... Ah, je comprends pourquoi ils font des pâtes avec. T'as mal l'impression de manger de la carbonara mais crue. T'as raison, c'est ce qu'il faut mettre dans le carbonara, c'est exactement ça. En fait, c'est très pâteux par contre. Tu vois, tu disais tout à l'heure qu'il fallait bien humidifier sa bouche quand on faisait des podcasts, là c'est l'inverse. Là, c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on prenne de l'eau. Ouais, c'est très bon. Ok, écoute, ravi de manger du pecorino avec toi, Damien. Aujourd'hui, on a un sujet qui est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est ton expertise, à la fois en tant que ton métier initial et ce que tu vends aujourd'hui à tes clients. C'est la grande question que se posent toutes les boîtes qui recrutent des techs. Mais que veulent vraiment les techs? Que veulent vraiment les devs? On a l'impression souvent, quand on les connaît pas, que c'est un peu des bêtes bizarres, hein, tu sais, qui s'habillent avec des t-shirts Star Wars, qui sont un peu devant leur ordi à rien faire. Enfin, souvent, plein de gens ont des préjugés. Personnellement, moi, je préfère recruter des devs et des techs que recruter des commerciaux, mais c'est une question de goût. Comment tu viens de claquer? C'est un stéréotype du geek. Ouais, on aime bien. Mais justement, je l'ai enlevé exprès pour que justement on n'en parle plus, tu vois. Mais plein de boîtes, du coup, qui ne connaissent pas font ça, alors que genre déjà il y a 10 000 métiers tech différents. C'est que c'est un vrai biais. Si t'as pas les cheveux longs, t'as pas la. Moi, c'est pour ça que je garde les cheveux longs à la barbe, c'est pour avoir l'habitus en fait. C'est un vrai habitus au sens de. Je ne sais pas. Putain, la ref. Non, je l'ai pas. Un sociologue qui était connu. Bourville, j'aime Bourdieu. Bourville, exactement. Bourville. Exactement, l'habitus selon Bourville et de finesse aussi. C'est un vrai habitus, les cheveux longs. Ouais, donc tu restes déguisé en dev, quoi. Ouais, et d'ailleurs, depuis que je fais du vélo, je perds un peu de bidon. J'ai perdu un bout de mon habitus. Ça marche pas. Tu vois. Faut que tu reprennes. Bouffe le pecorino entier, je pense que c'est bon, tu reprends le kilo facile. Je crois que ça suffit pas. Hein. Du coup, grande question, ce que veulent les devs, c'était d'ailleurs un peu le thème quand on avait fait une intervention en commun à Rouen. On était perdus tous les deux, je pense, pour aller à Rouen, parler à un panel de dirigeants et de dirigeantes. Et tu venais nous parler d'une étude que tu avais faite, et moi, du coup, je donnais des conseils sur ce que veulent les devs. Est-ce que tu étais là au séminaire à Radial aussi? Non. Voilà. Non, mais ouais, c'était au village Baïsé. Sinon, je t'aurais écrasé ce souvenir-là aussi. Ça aurait été assez rigolo. Mais du coup, c'est un peu le truc qui vient toujours, c'est qu'est-ce qu'ils veulent, ces bestioles qu'on comprend pas, que sont les profils techniques. Tu avais fait une étude là-dessus, est-ce que tu pourrais peut-être nous commencer par ça? Tu vois, c'était quoi cette étude et quels étaient les rendus, c'était quoi les conclusions de l'étude que tu as faites? En fait, à l'époque, je m'étais mis en tête d'écrire un livre même sur ce qui rend les devs heureux au travail. Et
je faisais des interviews et je demandais aux gens ce qui les rendait heureux. Il y avait une dizaine de réponses qui revenaient souvent. Et on a décidé à un moment d'en faire une étude un peu plus quantitative et donc de sonder l'audience de Wheel of Death. On a eu un peu plus de 600 répondants sur cette enquête-là. On en a fait une autre l'année d'après qui était sur un autre sujet. Et en fait, il y avait un truc marrant. Alors, je ne sais pas introduire, c'est que quand je faisais le podcast, je disais aux gens, la question que je posais aux gens, c'était maintenant, on a parlé de tous les trucs qui te rendent heureux dans ton taf. Si je dois en garder un, c'est quoi? Et ils disaient tout le temps une réponse, qu'on mentionnera après. Et quand on a fait le sondage quantitatif, on n'a pas posé la même chose. Genre, on a dit, si tu changerais qu'une seule chose dans ton taf sur les 10 critères, ce serait quoi? Et c'est pour ça que tu vois, là, donc j'ai mis les résultats directement dans notre prépa, on pourra leur partager, etc. Ouais, on pourra mettre le lien. Mais le premier truc qui remonte, c'est ma rémunération. T'as 25% des personnes, s'ils devaient changer qu'un truc, c'est la rémunération. Ce qui n'est pas étonnant quand on y pense. Enfin, tous les jobs, même confondus aujourd'hui, c'est la thune, quoi. Et alors, tout en bas, on a le biais de confirmation, qui existe chez les devs aussi d'une certaine forme. Ça, en fait, en vrai, ok, tout le monde le dénonce, mais on est plutôt à l'aise avec. Genre, juste au-dessus, diversité et inclusion. Vraiment, franchement, les gens qui bossent dans la tech, il y en a 18 qui ont dit que c'est ça qu'ils voulaient changer en premier, tu vois, sur les 600. Et la bienveillance aussi, qui remontait pas du tout. Alors que la bienveillance, c'était le truc qui remontait tout le temps dans le podcast Laura, quand je disais aux gens, tu devais garder qu'un truc, c'est quoi? Alors, du coup, le sondage est biaisé. Peut-être que la bienveillance, personne ne veut changer ça dans son job parce que tout le monde l'a. La diversité, l'inclusion, le biais de confirmation, je pense pas. En fait, concrètement, je pense que la bienveillance, les gens, ils savent tellement pas ce que c'est qu'ils osent même pas l'espérer. Derrière, on met un peu tout, quoi. C'est toutes les boîtes, je sais pas, si tu regardes 50 boîtes sur leurs valeurs, t'en vas avoir peut-être une dizaine, une vingtaine de bienveillance. Et personne n'explique ce que c'est. D'ailleurs, la bienveillance, comment tu saurais la définir? Ça existe, qu'est-ce que c'est? Ouais, mais en fait, la bienveillance, au moment, on a réussi à la définir. En fait, là, je trouve que c'est quelque chose qui se définit par contraste. Pour définir la bienveillance, il faut définir ce que c'est la culture du blame. Est-ce que tu connais la culture du blame? Tu pointes du doigt les gens en disant c'est mal ce que tu fais. Et ouais. Alors, du coup, en vrai, dans l'informatique, la culture du blame, elle est hyper présente. Tu vois, genre, moi, dans mon premier taf que j'ai pris en CDI, je suis arrivé dans la boîte, le code était dégueulasse. Et on m'a dit, c'est normal, les devs qui ont fait ce code-là, ils étaient mauvais. Et ils sont partis parce qu'ils étaient mauvais. Maintenant, t'arrives toi, tu vas pas faire le même code. Je te promets que 6 mois après, c'était le même code. J'avais tout jeté, mais j'avais tout réécrit. Mais en fait, vu que le projet change tout le temps, le cahier des charges est pourri, etc. En vrai, moi, dans les mêmes conditions, j'ai créé du code pourri aussi, quoi. Et en fait, tu vois, les devs, on passe notre vie professionnelle à éviter de se retrouver avec cette étiquette de mauvais dev sur le front. Tu vois. Et quand j'étais à l'école, tu vois, déjà, si par exemple sur un TP de C, je bloquais sur une erreur de compilation, etc., je demandais de l'aide au prof. Le prof me disait non, ça, faut que tu galères pour que tu te rappelles bien comment c'est chiant et tout, et que tu retiennes bien. Et en fait, du coup, moi, après, quand je trouve la solution, mon voisin de TP, il galère aussi, je l'aide pas. Je dis non, moi j'ai galéré, tu galères aussi, tu vois. Et en fait, mon prof, il faisait ça parce que son prof à lui, il avait fait, etc. Mais quand tu arrives en entreprise, tu veux pas ça. Tu veux pouvoir dire, je suis bloqué. Tu veux pouvoir dire, j'ai fait une erreur, je suis en situation d'échec, j'ai besoin d'aide. Et c'est ça, c'est ces 4 critères-là, la bienveillance. C'est quand tu fais une erreur, t'as pas honte de le dire devant les autres. Quand t'as un problème ou que tu sens que tu vas pas y arriver, tu peux demander de l'aide et tu seras en sécurité. C'est tout ça, la bienveillance, une fois qu'on l'a défini, tu vois. Et ça, du coup, tu dirais que si tu arrives à démontrer, par exemple, sur une annonce ou une page carrière, que tu mets ça en avant et que du coup, à contrario, que tu n'as pas la culture du blâme, du coup, ça marchera mieux pour attirer l'élève. Et même, en fait, si tu me dis la bienveillance sur une annonce, j'y crois pas. Faut vraiment que je vois les devs qui m'expliquent que dans la boîte là, ils sont vraiment à l'aise pour proposer des trucs. Ouais, mais ça. Un témoignage vidéo, par exemple, tu vois, quelqu'un qui te dit, typiquement, voilà, j'ai fait un truc qui marchait pas, j'ai fait une erreur, ou j'ai fait un truc qui était du mauvais code, mais on m'a formé, j'ai appris via une personne plus senior, et voilà, aujourd'hui, ça a été résorbé. Ça peut rassurer des gens, quoi. Ouais, mais même en fait, vraiment, aujourd'hui, la tech, elle est divisée en deux. T'as des gens qui sont arrivés avant la culture, la culture du blame, avant, c'était la norme. Vraiment, c'était 99% des équipes, tu vois. Et les gens qui sont arrivés après, du coup, qui l'ont jamais vu, tu vois. Donc, limite, on est obligé de leur expliquer ce que c'était la culture du blame, tu vois. Ils voient des vestiges comme la commande guide blame, tu vois. Faut leur expliquer. Mais en même temps, tu vois, t'as des devs qui vont dire, attends, non, mais moi, en fait, je veux pas devenir un mauvais dev, donc je veux travailler que avec des bons devs. Et donc, en fait, ils m'entretiennent aussi en faisant ça, et donc ils cherchent des boîtes où il y a que des bons devs, tu vois. Et après, tu te retrouves avec entre-soi un peu bizarre, quoi. Ouais, j'allais te dire ça. Et ça ressemble un peu, tu pourrais dire, aux agences de com, un petit peu genre Mad Men, la série, tu t'imagines un peu une ambiance comme ça, un peu malsaine, en fait, au final, que tu vas avoir, quoi.
Ah ben c'est les agences web. Hein. Ok, ouais. Donc numéro 1 que tu fais, c'est donc tu rassures sur la bienveillance, mais pour de vrai, et donc qui est l'opposé un peu de sa culture du blame. T'as une deuxième chose qui revient souvent, tu me disais, c'était le côté formation, / j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de monter dans ma carrière. Comment tu fais ça en place efficacement pour recruter des devs dans une boîte? C'est hyper compliqué de proposer de la formation aux devs parce que les devs, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout apprendre par eux-mêmes. Et en même temps, les devs, ils ont leurs petites restas, leurs petits influenceurs, le micro comme tous les métiers, tech. Et en fait, du coup, tu leur proposes une formation, mais avec tel speaker américain méga connu, ils sont tous comme des gamins. Tu vois. et en fait, c'est vrai aussi que tu vois, la GPEC dans la tech, elle est très compliquée. Tu vois, les grandes DSI, en fait, elles ont besoin des ESN pour gérer la GPEC parce que la vague DevOps, elle est arrivée suite au Covid, personne ne l'avait vu venir. Donc, en fait, les DSI, si elles n'ont pas le temps de former leurs salariés, il faut qu'elles aient des prestats qui viennent le faire, tu vois. Parce que sinon, elles vont être en retard, etc. Enfin, ça crée des tensions. Donc, les métiers dans la tech, ils changent vite. Et en fait, du coup, on te parle de formation. Mais si aujourd'hui, tu es dev back et on te dit que tu vas devenir DevOps, ça se fait pas en 6 mois, ça se fait pas en 1 an. Donc la formation, elle se fait beaucoup par les pairs et par le fait d'être mis en situation et d'avoir des opportunités d'avoir des expériences, tu vois. Ok. Et tu peux en effet faire un minimum et au moins mettre à niveau pour pas s'assurer d'éviter les bourdes, mais tu peux pas en effet transformer complètement. Enfin, tu te dis, le côté DevOps, c'est un vrai. Enfin, t'as des gens qui disent c'est pas vraiment un métier, c'est plutôt des attitudes, du hard et du soft skills, mais tu peux pas en effet du jour au lendemain changer d'approche et même passer du back au front ou inversement. Hein, c'est compliqué. Il y a un tooling DevOps quand même. Il y a des outils. Ouais, bien sûr, et qui prennent du temps à maîtriser. Enfin, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et pour avoir recruté des DevOps, c'est un monde à part. Et pareil, je pense que t'as aussi cette culture du blame, tu vois, où t'as un peu ce côté mais t'es un DevOps, mais tu fais pas ci, tu fais pas ça, t'as jamais travaillé sur du Kubernetes, etc. Enfin... On peut prendre la photo d'un cran du dessus, tu vois. Regarde, de l'extérieur, l'IT, quand ça marche bien, personne ne s'en fout, c'est normal. C'est une commodité, tu vois. C'est ça. Mais et tu penses à l'IT dans les films ou dans les trucs comme ça, c'est que quand ça marche pas, qu'on leur gueule dessus. Et tu vois, genre moi je me rappelle parler à mon assureur pour annuler mon assurance auto quand je me suis débarrassé de ma voiture, tu vois. Le mec me dit, là vous allez recevoir un mail de confirmation, je vous envoie pas le SMS, les SMS ça marche jamais chez nous. Je fais, vas-y, on voit le SMS, le mail arrive pas. Le SMS arrive tout de suite et il me dit, ouais non mais chez nous il y a rien qui marche, la DSI elle est pourrie, etc. Le SMS il arrive tout de suite, je dis, voilà, vous avez mal parlé des informaticiens, c'est pas bien. Et en fait tu vois, genre faire tenir la DSI d'une grosse assurance, là en l'occurrence assurance auto, c'est Covea, tu vois, c'est un truc gigantesque. C'est énormément d'efforts et de moyens de faire tenir un truc sans que ça pète. Et dès qu'il y a un truc qui pète, on gueule sur les informaticiens. Bien sûr, c'est facile, c'est forcément le problème. Alors que derrière la prise de besoin qui est pas la bonne, les products qui ont mal fait leur boulot potentiellement ou autre, il y a 12 000 autres raisons que les techs qui sont pointés du doigt. L'informatique, peu importe la boîte, ça rapporte jamais de l'argent directement. C'est ça. C'est toujours qu'un centre de coût. Et en fait, du coup, et là-dessus, c'est pareil que pour les recrutements. C'est pareil que le recrutement. Enfin, RH en général, tu vois, genre on est vu comme une fonction support, alors que sans nous, t'as pas. Typiquement, regarde, tu peux même faire le truc, c'est que sans les bons recruteurs et recruteuses, t'as pas les bons techs qui vont eux-mêmes, du coup, te créer le produit. En fait, du coup, tout le monde est nécessaire à une boîte, mais ça, beaucoup de gens le comprennent pas, et c'est les commerciaux qui sont en avance seulement, quoi. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un point d'empathie à créer entre les recruteurs et 100%. les développeurs. On est les mêmes victimes des fois de c'est un type de problème en interne. Mais non, c'est marrant ce que tu dis. Et du coup, tu dirais qu'en fait, on veut la même chose, les recruteurs et les devs. Enfin, c'est ça. Hein, c'est les envies sont les mêmes. Tu veux un bon ATS, la thune, le respect, les outils. C'est ça, les outils, les moyens de faire du travail de qualité, c'est un bon ATS et des objectifs atteignables. 100%. Et des donneurs d'ordre, entre guillemets, qui savent ce qu'ils veulent et qui changent pas la vie au bout de 3 minutes. C'est tellement ça. Nous, on a les specs qui changent tout le temps. Genre, non, user story, une nouvelle qui sort, faut que tu changes ça. Ouais. Okay. Ou même, viens, on rend l'application complètement accessible aux malentendants. Yes, mais ça n'a pas été chiffré à la base, il faudrait changer le chiffrage. Maintenant, on ne change pas, tu vois. T'as le même temps pour faire plus de features, c'est toujours la même chose, hein, je suis d'accord. Ouais. Non, c'est ça. Alors que dans le recrutement, et je l'ai aujourd'hui, hein, c'est non, mais en fait, on a changé d'avis, on voudrait plus quelqu'un qui soit management que hard skill. Ça fait 3 mois qu'on recherche. C'est con, parce que j'ai approché quand même 50 personnes qui correspondaient au truc. Là. C'est ça l'ambiance. Ouais. Et là-dessus, tu vois un truc qui marcherait bien. Quand j'étais chez Faber Novel, on avait la chance d'avoir. Tu sais, intermission en ESN et dans le conseil. Intercontrat, pardon. Et du coup, tu vois, j'avais eu la chance j'étais un PO d'un projet interne, donc pendant 6 semaines, en fait, il y avait pas de recrutement, il y avait plus de dev, et donc j'avais une équipe, et le but c'était de faire une feature, on voulait faire une application d'onboarding. Et c'était la meilleure manière pour moi de comprendre ce que c'était le métier de dev, en fait, où du coup, tu vois, au quotidien, j'étais dans tous les rituels, en permanence, c'est moi qui écrivais les user stories, et du coup, on me disait, non, ton truc, ça marche pas, c'est pas réaliste. Et du coup, tu comprends le job à la fois de product, tu comprends des différents jobs d'une équipe dev, on n'était pas beaucoup, hein, ces gens, ils étaient 6-7, et ça, c'est la meilleure chose pour des dirigeants et dirigeantes de faire ce job
job-là, en fait. Tu vas de aller sur le terrain, en fait. Quand un dev renvoie une user story au PO, c'est exactement comme quand le recruteur il renvoie l'opérationnel à sa fiche de poste. Bien sûr. En mode non, ta fiche de poste elle est pas réalisable. Meilleure manière de faire ça, c'est pas bien spécifié. 100%. Ouais, c'est là où tu as un problème. Dernière petite chose qui est importante, je pense, parce que ça ressort dans ton sondage, tu vois, c'est que 8% des gens qui parlent de l'impact du code. Ouais. Souvent, on dit, tu vois, mais c'est pareil dans beaucoup de jobs, la quête de sens, je veux que ce que je fais, ça ait du sens, ça serve à quelque chose. Au final, c'est pas si une priorité que ça. Parce que c'est pas si une priorité. En fait, déjà, il faut voir que les 3/4 des gens qui font du code, leur code, ils savent pas qu'ils l'utilisent, tu vois. Donc, quand tu travailles chez AWS ou tu vois, genre, en plus, quand tu travailles sur l'infra ou des choses comme ça, en fait, tu sais pas à quoi il sert ton code des fois. Donc, avoir un job déjà où tu peux voir l'utilisateur dans la vraie vie ou avoir des utilisateurs tous les jours, c'est chouette. Mais il y a des devs, des techs qui sont à l'aise avec le fait d'être loin du code, etc., loin des utilisateurs, etc. Et en fait, il faut respecter ça aussi. Moi, j'étais... Quand j'ai commencé sur Wheel of Death, j'étais comme ça, hein, genre si votre job il vous plaît pas, faut le quitter le lundi, etc. Moi j'avais toujours chez un job people, genre j'aurais pu faire du bénévolat, le salaire ça. Voilà, bref. Et quand j'ai commencé à faire Wheel of Death, j'ai commencé à faire des interviews avec des candidats, à rencontrer des gens, et puis tu vois, je discutais avec un gars, alors le SN me dit oui, parle avec mon consultant, tu vas voir que les consultants chez nous sont heureux et tout ça. Je lui dis mais alors il me parle des technos sur KaiBoss, franchement c'était tout pourri quoi. C'est des bases de données, du Oracle Forms. Voilà, je connais même pas. Franchement, c'est exactement ce que tu peux imaginer, quoi. C'est des voilà. Et je dis mais c'est pas très très intéressant ce que tu fais comme travail. Il me fait ah non mais moi dès le début je savais que mon job serait pas une vocation. Hein. Moi j'habite à plaisir, j'ai un cheval, le week-end je me passe du temps avec mes gamins dans la forêt. C'était ça que je voulais. Hein. C'était pas avoir un taf passion. Je me suis remis en question, tu vois. Bien sûr. Et en fait, c'est ok. Moi, j'ai envie d'avoir un job avec de l'impact. Et puis, en fait, maintenant, 10 ans après, j'ai un peu changé d'avis, tu vois. Genre, je préfère faire du vélo quand même. Tu vois, tu vois, des fois, même, je peux être trop dur avec moi-même en me disant, tu vois, genre, j'ai un job qui a quand même un impact positif, mais il répond pas à l'urgence climatique et ça m'embête un petit peu, tu vois. Je me dis peut-être que je ferais mieux de vendre des vélos, quoi. Mais en fait, tout ça, je me sens moins bien, ça m'aide pas. Faut que les gens ils soient à l'aise et que tout le monde soit heureux. Et en fait, si t'es content avec ce que t'as, c'est chouette. Ok. Ouais, donc c'est logique que ça ne revienne pas tant que ça. Et tu pourrais juste te dire que c'est comme, je crois que c'était une valeur de Google, tu sais, la Don't Be Evil, ou un peu ne pas nuire. En fait, tu pourrais dire que ton job de dev, c'est juste d'essayer au moins de ne pas nuire. À minima, tu vas pas changer le monde peut-être, mais au moins de pas, tu vois, genre créer par exemple une app, j'en sais rien, qui profite au crime organisé, n'importe quoi. Mais trouver un élément que tu fais dans ton boulot qui n'a pas un impact négatif sur la société, à minima d'en avoir un positif. Est-ce que tu connais la réification ? La réification. Non. Je crois que dans le langage militant, ça s'appelle tokenisation. Mais la réification, c'est le mot français pour ça. Et en fait, quand on fait des systèmes informatiques où il y a des gens dedans, en fait, c'est comme pendant les heures sombres de l'histoire où les administratifs ils faisaient des fiches pour les gens et puis avec un tampon, ils disaient celui-là, il est mort, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un peu la même chose dans l'informatique. Quand on fait des fichiers avec des gens, on a tendance à les réifier, c'est-à-dire à les remettre à l'état de choses, à leur enlever leurs conditions humaines, tu vois. Et moi, je trouve ça chouette, tu vois, même si tu t'en fous de l'impact de ton code, d'être conscient de ça et d'y faire attention. Bien sûr. Ou à la limite le faire le moins pire possible. Tu vois, je sais pas si tu travailles pour une banque, tu vas pouvoir avoir un impact qui va rendre les moins de choses négatives possibles dans ton quotidien. Ouais, et je connais plein de devs qui sont de devs d'ailleurs, je pense à des femmes là, très spontanément, donc des deveux. Qui même s'ils s'en foutent d'avoir les utilisateurs soient heureux, tu vois, qui sont hyper conscients du contexte légal, etc., 100%. Qui font gaffe à l'accessibilité, qui font gaffe à ce que le RGPD soit respecté, etc. Et c'est un luxe de pouvoir faire ça. Hein. C'est le nombre de fois où on nous demande de coder des trucs illégaux, juste de par... Tu vois, le nombre de fois où on doit mettre des cookies en scred, tu vois, tu vas avoir le luxe de pouvoir dire non, c'est chouette. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est marrant parce que ce que tu me dis, en fait, ça me fait penser à... Enfin, je réalise un truc, c'est qu'au final, on peut dire que les devs sont des candidats comme les autres. De ton sondage, de ce que tu me dis, en tout cas, des salariés comme les autres. Tu pourrais dire, ils veulent être bien payés. Le sens, c'est important, mais c'est pas ça qui va faire non plus décider si tu prends un job ou pas. Ils veulent être formés, ils veulent être respectés, ils veulent faire à minima le plus de beau code possible. Est-ce que du coup, on pourrait pas dire qu'en fait, ils sont comme tout le monde ? Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de recruter des devs ? Il y a quand même un truc. En fait, il y a quand même un truc qui est différent des autres. Genre, toi, demain Léo Bernard, patron d'une boîte de 150 salariés, tu vois. L'enfer. Oui. Imaginons ça. Franchement, l'enfer pour tes salariés, surtout. D'où les pauvres. Mais par exemple, tes commerciaux ou tes commerciales, s'ils n'ont pas de rendez-vous, etc., tu vas vite le voir et puis tu vas aller voir, tu travailles avec eux sur pourquoi ils n'ont pas de rendez-vous, tu vois. Les personnes en relation client, pareil, la paye, elle sort pas, tu vas voir la paye, tu lui dis, bon, bah, pourquoi la paye, elle sort pas, tu vois. Les devs, le code, il sort pas,
sais pas mettre la main dedans. T'es pas capable de faire le taf des devs, tu vois. Sauf si t'as un background tech et que du coup tu sais ce que c'est, mais c'est le cas peu de dirigeants et dirigeantes aujourd'hui. Ouais. Du coup, tu serais probablement dev au lieu d'être. Clairement. Oui, à choisir entre diriger mode 150 et dev, je prends dev à 1000%. Ah ouais, mais non, je du sais coup, même pas. et en fait, du coup, c'est ça qui fait que le management, la direction, en fait, sont capables de comprendre le métier d'à peu près toutes les personnes dans la boîte. Mais le métier de dev, il est un peu trop opaque. Et en fait, du coup, les dirigeants, les gens à qui on travaille, même des fois, c'est juste nos utilisateurs finaux, tu vois. Genre, tu fais une appli tu travailles sur un CRM interne ou une intégration, tu dis non, mais ça, en fait, ça me prend des mois de changer la couleur de ce bouton-là. Les utilisateurs finaux, ils sont les informations sous notre gueule et tout. Alors, ça prend des mois de le faire, quoi. Et pour une très bonne raison qui est que souvent, si ça prend des mois de changer la couleur d'un bouton, c'est parce qu'on a sous-investi dans l'équipement informatique, tu vois. Et on a fait des mauvaises décisions parce qu'on n'avait pas investi, on n'y croyait pas, tu vois. Mais ce que je veux dire, il y a quand même ce truc-là qui fait que c'est pas que recruter un dev, convaincre de venir faire bosser un dev, c'est dur. C'est qu'en fait, faire confiance au dev, c'est dur. Parce que tu as une manque de connaissances. Et là, tu peux faire le parallèle. Tu vois, moi, j'ai ma conjointe qui est juriste. Je pense que les problèmes qui remontent, c'est les mêmes. Les gens savent pas, en fait, ce que c'est le droit et elle passe son temps à se battre pour expliquer, en fait, ce qu'elle fait au quotidien. Elle a pas les moyens qu'il faut, elle est pas respectée. Souvent, on lui demande des choses trop tard. Et après, quand les gens comprennent l'intérêt que tu as de respecter le juridique, comme de comprendre les devs, là, du coup, par contre, les gens écoutent. Et donc, tu peux faire le parallèle avec ces métiers-là qui sont des métiers un peu incompris, quoi. C'est ce que tu es en train de dire. Et ça marche carrément. C'est-à-dire que le barreau, c'est l'école d'ingénieur. D'ouf. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, à partir du moment où tu as le barreau, on t'écoute et on pose plus de questions. T'es un expert. En théorie. Bah, t'écoutes ton avocat externe. Souvent, par contre, tes juristes internes, là, tu les écoutes moins parce que du coup, t'as ce côté. Mais c'est comme les juristes ESN. internes. Les juristes internes n'ont pas fait le barreau. T'en as qui. De plus en plus. Ouais, ils l'ont fait avant, mais ils l'ont perdu du coup. Oui, en tout cas, ils veulent pas exercer parce qu'ils savent que c'est un métier qui ne leur convient pas. Je dirais pas qu'il n'est pas cool, mais qui ne leur convient pas. Mais le barreau ou le diplôme d'ingénieur, tu vois, finalement, c'est un gris-gris pour qu'on fasse confiance aveugle à quelqu'un, tu vois. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Mais le parallèle marche complètement. L'avocat, le banquier, ça marche à peu près aussi, tu vois. Tu comprends pas, tu fais confiance du coup, et inversement, tu comprends pas, du coup, tu fais pas confiance. Quand tu sais pas ce que fait ton équipe et que tu es le patron de 150 personnes, du coup, tu as une défiance et donc tu sais pas. Tu vois, moi j'ai un peu la même sensation. Tu sais, des fois quand je suis dev et que je bredouille en mode non, mais en fait ça je l'ai mis là, ah ouais, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça. J'ai la même sensation quand mon expert comptable, je lui demande où sont passés les chiffres, tu vois. Là, il est en mode non, mais en fait ça je l'ai mis là. Oui, ok, ça c'est pas ce que tu pensais, mais c'est parce que je l'ai mis là, etc. Tu vois. Et il y a un peu la même chose en gestion FI aussi, ouais. Intéressant. Tout ce que tu dis là, du coup, c'est marrant dans ce côté encore reconnaissance, ce côté avoir confiance, ce côté genre comprendre ce que font les autres. Ouais. Souvent, tout ça transparaît pas dans les annonces. La plupart des annonces, on peut le dire, dans l'IT sont nulles. Bah non, parce que on veut des ninjas, des rockstars. Pourquoi, du coup, les annonces sont mal faites et c'est quoi tes recos pour faire des bonnes annonces? Parce qu'en fait, les annonces qu'ils ont, on veut des ninjas, des rockstars, etc. En fait, ça sont déjà. Et là, de moins en moins, ça encore. Mais... Je veux le mec je veux la personne à qui je vais faire confiance, les yeux fermés. Mais en fait, tant qu'on n'a pas dépassé cette croyance limitante, on fait pas de bonnes annonces. Hein. Tu vois. Donc, comment tu fais une bonne annonce? C'est quoi une bonne annonce pour toi? C'est quoi, genre, les ingrédients, la recette pour faire des bonnes annonces? La recette pour faire des bonnes annonces. Je pense qu'il faut d'abord décrire l'équipe dans laquelle tu vas bosser, quoi. C'est vraiment ça qui est important. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse moi plus en tant que dev, c'est de savoir c'est quoi les rituels dans l'équipe. En fait, la recette, si toi t'es recruteur, la recette, c'est d'aller voir les gens dans l'équipe et leur demander pourquoi ils kiffent cette équipe-là, tu vois. Et ils vont te dire c'est la proximité avec l'utilisateur, c'est parce qu'on est agile, c'est parce qu'on fait du craft. Et toutes les équipes, elles ont des raisons différentes. Parce qu'en fait, développeur, on a l'impression que c'est un seul métier, mais en fait, il y a 10 000 métiers dans le métier de développeur. Et en fait, c'est normal que. Et c'est pour ça que c'est dur de recruter et que tu es obligé d'approcher 100 candidats. Parce qu'en fait, dans les 100 candidats, il y en a que 10 qui correspondent au poste. Clairement. Voilà. Tu pourrais dire pareil du recrutement, tu vois, où quand tu es recruteuse dans ESN, dans un grand groupe, dans une startup ou en intérim, c'est pas le même job que tu fais et t'as pas les mêmes compétences, t'as pas les mêmes besoins. Je trouve commercial, c'est pareil. 100%, mais en fait, beaucoup de métiers dans l'absolu, tu vois. Mais en fait, les gens, en effet, vu qu'ils comprennent pas les métiers de dev, ils comprennent pas qu'il y a plein de facettes. C'est logique. Ça reste de la vente. Nombre de fois, moi je me suis fait avoir, genre on me dit c'est juste du PHP, c'est facile. J'ai fait j'ai fait, tu sais, à l'époque j'étais jeune, un but de moi-même. Je fais oui, c'est du PHP, c'est facile. Quand j'étais planté dans le truc, j'étais en mode il me faut de l'aide. Trouvez-moi un expert en PHP. Et l'expert en PHP, ils m'ont envoyé chier. Trop bien. Parce que la culture du blame, tout ça. Ouais, on revient à ce que tu disais en effet au tout début. Là, tu fais genre, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis tombé ici? Donc, tu dirais recette numéro 1 dans l'annonce, donc c'est de parler de l'équipe, du contexte, de pourquoi ils sont là. Est-ce que tu pourrais aller jusqu'à citer les personnes de l'équipe, mettre leur lien GitHub, LinkedIn ou pas forcément? Alors, ça, sans déconner, moi je le fais dans toutes mes annonces, même pas pour dev, de citer les prénoms des gens dans l'équipe. Ouais. Il y a déjà un biais que je vais chercher, c'est de mettre des prénoms de femmes.
Parce que, en vrai, quand c'est une équipe où il y a que des mecs, la première femme, elle va en chier. Ah, mais de ouf. Le fait de dire qu'il y a déjà 3 femmes dans l'équipe, ça multiplie les candidatures féminines par 10. Même les avoir en entretien, tu vois. Moi, je conseille toujours d'avoir un Ouais. panel représentatif que tu as en entretien et pas avoir uniquement, en effet, les mêmes types de personnes, quoi. Sauf si, c'est justement, tu as une équipe de 40 devs et que tu n'as que 2 femmes, tu fais pas ça parce que du coup, c'est fake en fait. Ça serait montré que ça se voit que c'est tokenisé, c'est tout le temps la même qui est devant. Exactement. Et ça, du coup, c'est pas une bonne idée. Mais en effet, tu peux, si c'est un objectif et que tu as vraiment une politique D&I dans ta boîte, c'est en effet bien de parler des différentes et en fait, il faut bien voir que même, tu vois, c'est un truc qu'on a changé en 10 ans dans l'IT. En fait, avant, les ESN, tu sais, elles cachaient leurs collabs parce qu'elles avaient peur de se les faire piquer, tu vois. Et maintenant, en fait, maintenant, le turnover dans les ESN, il est plus si énorme que ça. Il est plus à 60%, il est peut-être à 10 ou 15, tu vois. Et en fait, maintenant, on met en avant nos collabs parce qu'en fait, même les clients, en fait, ils cherchent ça. Ils cherchent des petites ESN avec une identité particulière, etc., des cultures d'entreprise un peu particulières parce qu'ils achètent ce savoir-être avec, tu vois. Et donc, en fait, c'est OK de mettre tes collabs en avant pour montrer que vous avez une culture inclusive, pour montrer que vous avez une culture comme ça. En fait, tu vois, j'ai même envie de te dire que c'est OK si dans ta boîte, les gens, ce qu'ils aiment, c'est les pizzas bières le week-end. De ouf. Tant qu'en fait, tu l'obliges pas les gens à rejoindre ta boîte, quoi. C'est pas grave, tu vois. Il y aura peut-être des boîtes où les gens, ils aiment bien la pizza bière, d'autres boîtes où les gens, ils aiment bien les jeux vidéo. Il y a peut-être des boîtes où les gens, juste, ils aiment bien passer du temps en famille le week-end et pas aller au bureau, tu vois. Et en fait, c'est comme ça. Donc, mettre les collabs en avant, pourquoi on parle de ça ? On parle des collabs en avant, sur les annonces, c'est ce que tu disais. Sur l'annonce, tu peux citer les collabs et mettre les noms, prénoms, les GitHub, tu peux tout mettre. Trop bien. Et en fait, faut bien voir que l'annonce, elle arrive en toute fin du process pour le candidat. Et donc, en fait, s'il est déjà en train de lire ton annonce et qu'il s'est déjà intéressé à ta boîte, ça veut dire qu'il est déjà en train de considérer de candidater. Et les devs, nous, on a l'habitude de poncer de la documentation avant de faire une feature. Tu vois, tu vas rouvrir la doc de Node.js, tu vas relire. 80% de notre temps, en fait, finalement, on est en train de lire de la doc avant d'écrire. Donc, en fait, avant de candidater, on ponce les annonces, on poste toute la doc, etc. Trop bien. Et là-dessus, tu as un truc que j'ai vu l'autre jour que je trouvais assez sympa, c'était une boîte qui montrait du coup sur ses annonces, qui mettait en fait le lien GitHub de sa boîte avec tous les projets qu'ils ont en open source, en tout cas qui étaient accessibles au public. Ouais. Et c'est trop bien, tu vois. Du coup, t'évites de faire la recherche. Alors ça prend 5 secondes à faire rechercher le code d'une boîte, mais du coup au moins tu montres, regardez, on est transparent et on assume ce qu'on a fait, en bon comme en mauvais. Ça c'est très malin, tu vois. En plus du coup de donner le nom, de montrer ce que tu sais faire. Ouais. En vrai, l'open source, c'est très très galvaudé. Après, c'est une boîte open source pour le coup. Ouais, c'est une boîte open source. Donc c'était pour ça aussi. Mais l'open source, t'as des devs qui vont montrer leur contrib open source. Et en fait, c'est pas les contribs qui vont créer de la valeur. L'open source, c'est quand même très opaque. C'est pas parce que tu fais de l'open source aussi que t'es un bon dev. Clairement. Et il y a beaucoup de grands comptes qui vont mettre en avant leur projet open source. Mais en fait, ils ont open sourcé des trucs parce qu'ils n'arrivaient pas à faire l'inner source. Et c'est juste la partie émergée d'une guerre interne en fait. L'inner source c'est plus dur que l'open source dans les grands comptes. Ouais, je comprends. Ouais. Donc c'est pas dingue. C'est marrant parce que tu me fais une bonne transition pour ce dont on voulait parler après, qui est lié en fait à la marque employeur, en tout cas la vraie marque employeur et comment la faire. Est-ce qu'avant ça, tu aurais une sorte de mini des succès clients à nous raconter, genre c'est quoi un peu parce que tu accompagnes au quotidien des clients de tailles différentes, un truc qui marche bien pour du coup inspirer les gens qui nous écoutent à mettre en place des bonnes pratiques. Qu'est-ce qui marche bien chez tes clients? Est-ce que tu as 1 ou 2 exemples à nous donner sans faire du name dropping potentiellement, mais qu'est-ce qui marche? Non mais en fait moi mes clients préférés c'est les petites ESN. Je te parlais vraiment les boîtes où ils sont des fois ils sont 10-15, des fois ils sont 50, des fois ils sont 70, des fois ils sont même 400 déjà, tu vois. Mais où il y a une vraie personnalité, une vraie culture d'entreprise, une vraie marque en fait. Et c'est super dur en vrai. Tu vois, rappelle-toi quand même, il y a 10 ans, les ESN, tout le monde avait le même discours, marque employeur, très lisse, etc. Et en fait, des fois, ces ESN-là, on les voit arriver encore. Tu vois, il y en a encore là. En vrai, en 2015-2016, quand on a commencé Wheel of Death, tous les clients, ils arrivaient, on allait voir leur site web et toutes les ESN, c'était... En fait, les valeurs de la boîte qu'il y avait sur le site carrière, c'était des bénéfices commerciaux. Excellence, performance, conseil, expertise. Oui, il n'y a rien pour les candidats. Ouais. Enfin, et les salariés, du coup. Et c'est pas une culture d'entreprise, l'excellence et la performance. C'est pas... Et donc, du coup, maintenant, ils mettent en avant leur collab. Et ils parlent de pourquoi ils sont heureux, pourquoi ils font du Java et pas du PHP, parce que ça les intéresse, etc. Et en fait, tu vois, ils arrivent au début avec ce site web bien corpo, bien lisse, avec les mêmes images stock, avec un mec qui met un doigt sur un mec en costume qui met un doigt sur une vitre et ça fait des trucs digitaux, tu vois. Magnifique. Voilà.
Et puis à la fin, voilà, ils ont des collabs qui prennent la parole. Ils parlent de tech, mais parce qu'ils parlent de ce qui les passionne dans la tech. Ils parlent de leur vie d'agence, ils parlent de leur vie de bureau, etc. Et en fait, à la fin, tu as envie de rejoindre cette boîte-là parce que tu vas y être bien, parce que ça te correspond à toi, à ton rythme de vie, à ton moment. Puis il y a des fois, peut-être, tu vas changer de boîte. Il y a une période de ta vie où tu as envie d'être dans une boîte qui socialise beaucoup, une période de ta vie où tu as envie d'être dans une boîte qui socialise moins. Et c'est d'ailleurs ce truc-là qui est un peu dur, en fait, quand tu es une petite boîte ou quand tu es une petite ESN, c'est d'être un peu clivant dans ta com et d'oser te dire tout le monde ne sera pas heureux chez moi et il faut que ce soit clair pour tout le monde avant de candidater, tu vois. Et c'est ça un des premiers un cap à passer pour eux. Et une fois qu'ils ont compris ça, en fait, ils osent un peu plus les choses. Et à la fin, tu as des collabs sur la fiche. Et puis, ce qui est rigolo comme résultat, le tout premier client sur lequel on a fait la vidéo, c'était en 2018. C'était une petite société qui faisait que du mobile, des applis mobiles sur mesure. Et ils ont décidé de faire des vidéos avec leur collab. Et ça, on a fait des projets très très marrants avec eux, qu'on n'a jamais refait après parce qu'en fait, c'est dur à refaire. C'était vraiment une bonne idée. Et en fait, c'est la cooptation qui marchait bien chez eux après. Parce que on a passé du temps avec leur collab à travailler avec eux sur ce qu'ils voulaient mettre sur les vidéos. Donc pourquoi ils sont heureux dans la boîte. Et en fait, ils ont formalisé cette proposition de valeur employée. Ils ont formalisé ce discours. C'est un peu comme un discours commercial, mais c'est un discours de recrutement, tu vois. En fait, les collabs l'ont formalisé, se le sont appropriés lors du codev qu'on fait pour créer la vidéo, tu vois. Et en fait, du coup, après, vu que la vidéo, elle a été poussée, etc., leurs copains ont vu les vidéos, etc., mais du coup, leurs copains, ils démarrent des conversations en mode « Ah, vas-y, mais j'ai vu que tu bossais dans telle boîte et tout, vous allez vraiment te kiffer et tout, tu penses que je peux vous rejoindre, etc. » Et en fait, à la fin, tes collabs, quand tu exposes des collabs qui sont heureux et qui savent pourquoi ils sont heureux dans la boîte, non seulement tu les fidélises mieux, parce que clairement, ils sont tous là depuis 15 ans dans la boîte maintenant, et en plus, ils attirent des gens qui vont envie d'être heureux aussi, et c'est sincère, tu vois. Voilà. Et donc, c'est ce genre de client-là. J'ai bien expliqué ou pas? Ouais, hyper clair. Mais tu vois, ça fait encore une fois une parfaite transition vers la suite. Mais en gros, ce que tu dis, c'est qu'il faut vraiment faire le point sur ce qui te rend unique en interne, sur ce qui te différencie, avant, en fait, après, d'aller se pavaner, tu vois, genre à l'externe, regarde, on a une belle culture. Et ça, du coup, c'est intéressant. Et tu vois, si on fait le lien sur la marque employeur, en gros, c'est avant de communiquer sur ton site, sur ton annonce, ce que tu veux, faut d'abord, en interne, avoir fait le point sur qui on est, comment, pourquoi, et justement poser les bonnes questions. Ouais. Il y a plein de clients qui font des sondages salariés avant de faire des projets de marque employeur et c'est une bonne démarche. Et comment du coup tu fais ça pour... souvent les gens te disent oui mais il y a des choses à raconter mais on ne sait pas comment faire. Comment tu formalises une marque employeur en interne avant de la diffuser en externe? Comment tu fais un peu ce côté voilà qui on est, voilà comment on fonctionne, voilà nos valeurs, autre que excellence, performance, transparence? En fait déjà faut définir tes objectifs de communication. Tu as 3 types d'objectifs de communication. Le premier c'est la notoriété. Combien il y a de personnes qui connaissent ta marque? Le deuxième, c'est l'image. L'image, c'est les gens qui connaissent ta marque, ils en pensent quoi? Est-ce qu'ils pensent que les salariés sont bien payés? Est-ce qu'ils pensent que la tech, c'est quelque chose de valorisé dans ta boîte? Est-ce qu'ils pensent que les devs, ils ont des opportunités de carrière en interne, tu vois? Question là, est-ce que tu penses vraiment que si je rentre dans cette boîte-là, ça va améliorer ma valeur sur le marché ou pas, tu vois? Et le troisième point, c'est le comportement. Et là, sur le comportement, que ce soit de l'approche directe ou tes annonces, le but, c'est de démarrer la conversation avec des gens qui connaissent déjà ta marque, quoi. Donc déjà, le premier sujet, c'est de savoir si je veux de la notoriété. Tu vois, si tu me dis, moi, en fait, je suis connu à Lille, mais j'ai envie d'aller à Paris, ça, c'est un objectif de notoriété. On va changer ta zone d'achalandise. Si tu me dis, les gens, ils pensent qu'on n'est pas très bien payé dans la boîte, c'est pas compliqué. On va intégrer de salaire en public, on va communiquer sur les grilles de salaire, etc. Tu vois. Ou on va faire des témoignages où les salariés ils expliquent comment leur intéressement, ça leur a permis d'acheter une maison, tu vois. Mais en fait, tu vois, une fois qu'on a défini les objectifs et ce qu'on veut changer dans la marque, c'est vachement plus simple de faire des projets de campagne, tu vois. Ok. J'ai répondu à ta question ou pas? Ouais, clairement. Et du coup, c'est vraiment se faire ce tour en fait en interne qui est hyper important. Et tu vois, souvent, tous les contenus de marque employeur que tu vas voir, c'est comment tu la communiques. Mais souvent, tu ne dis jamais comment tu la construis. En fait, même pas comment tu la construis, comment tu la synthétises. Parce que tout le monde a une marque employeur, mais ça va mettre les mots dessus. Il faut prendre la distance entre ton audience interne et ton audience externe. C'est ça. Parce que l'audience interne, c'est quand même des gens qui avaient déjà été touchés par ta marque et qui sont venus bosser en interne, tu vois. Il y a plein de gens en dehors de ta boîte qui viennent pas bosser dans ta boîte et il y a une bonne raison. Il faut savoir pourquoi, tu vois. Donc ça vaut le coup d'aller faire des random interviews sur des salons, etc. en mode ok, ma boîte c'est Icono... C'est Blendy de boîte, mais oui. Ma boîte c'est Blendy. Est-ce que tu connais Blendy? Ok. Et alors si tu connais déjà Blendy, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est un bon soft? Est-ce que tu penses que c'est ça, tu vois? Et tu poses des questions à des gens qui pourraient être dans ta cible et leur demander voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de ta marque, tu vois. Et en fait, ça marche avec ta marque employeur aussi, tu vois. 100%. C'est la même chose. Quand tu as un aliment, ta marque commerciale et marque employeur, c'est là où ta marque employeur est la plus forte. Je pense que le plus flagrant, tu vois, c'est avec les canaux. Tu vois, en gros, des fois, ils vont demander aux gens comment vous avez entendu parler de ma boîte. Et en fait, tout le monde dit moi, je l'ai entendu parler parce que je mets des annonces sur tel job board, tu vois. Et en fait,
faut pas biaiser ça. C'est-à-dire que, comme tu as mis des annonces sur ce job board-là, tous les gens qui sont dans ta boîte, ils trouvent que Wheel of Death c'est génial. Et du coup, ils disent qu'il faut continuer à investir sur Wheel of Death. Mais en fait, les gens qui bossent pas chez toi aujourd'hui, probablement, c'est du coup des gens qui regardent pas les annonces sur Wheel of Death. Probablement qu'en fait, il faut faire autre chose, tu vois. Tu vois, le truc, c'est que ton audience interne, elle peut te biaiser. Et donc, du coup, si je veux investir sur des nouveaux canaux, il faut pas que je demande à mes salariés ce qu'ils consomment ou comment ils ont entendu parler de ma boîte. Il faut que je leur demande où est-ce qu'ils auraient voulu voir ma boîte. Ou alors, il faut que j'aille voir des gens... Des candidats aussi, qui ont candidaté ou justement qui n'ont pas candidaté, arriver à les trouver, quoi. Ouais, et je leur demande, ok, t'as fait quoi comme process pour chercher du travail, c'est quoi le contenu que tu consommes, où est-ce que je pourrais mettre de la publicité que tu la vois, tout ça. Super clair, ça, c'est une très bonne chose à faire, hyper activable. J'imagine les gens les attendent dans la rue demander hey, salut, tu connais ma marque, tu sais comment ça marche. Non, c'est une super bonne idée. Hein. Non, le mieux c'est les salons de dev. Enfin, pour recruter des devs, tu vas sur un salon de dev. Ah bah clairement. Où tu demandes à faire en fait, tu fais un sondage et tu demandes à tes salariés de le passer à des potes à eux ou à des collègues à eux. Ou sur des, tu vois, t'as plein aujourd'hui de forums, genre sur du Slack, sur du Reddit, sur du Discord. Tu peux aller demander, tu vois, alors des sondages, ça peut faire attention parce que c'est public, ça peut faire peur. Ouais, moi je en pense, MP, tu vois. Je comprends un client qui me dit ouais, si je vais faire un thread Reddit, vous pensez quoi de ma marque Alors tu lui dis non, ne fais pas ça, tu vas te faire trash. Ah non, mais les tu vas finir sur Recruiting Hell. Ouais, c'est ça. Tu connais le Recruiting Hell? Non, attends. Ah, c'est génial. Je connais Recruiting Kitchen. Alors Recruiting Hell, c'est un subreddit sur les pires trucs qui se passent en recrutement. C'est vraiment très drôle. Et alors pour le coup, c'est en anglais, mais c'est plein de trucs qui se passent partout dans le monde où les gens racontent leur. C'est le balance ta startup Redditien. Exactement. Mais c'est très drôle avec des screenshots et tout, c'est très rigolo. Trop bien. Du coup, une fois que tu as fait ça, que tu as réussi à comprendre ce que les gens pensaient de toi, que tu as construit en interne ta marque employeur, toi, tu crois beaucoup aussi au principe d'ambassadeur et d'ambassadrice. Donc, comment tu te sers des gens en interne pour diffuser du coup ta marque? C'est quoi les bonnes pratiques que tu as pour que tous tes salariés d'une boîte, donc soit aujourd'hui chez Wheel of Death, mais du coup, c'est les boîtes que tu accompagnes, comment ils prêchent la bonne parole, entre guillemets, ailleurs? Le premier truc, c'est déjà que eux s'approprient le discours. Et en fait, le contresens là-dessus, si tu veux, c'est d'aller faire des plaquettes dans lesquelles tu as formalisé ton discours, etc. Et de les pousser et de faire des formations aux gens sur ce qu'il faut dire sur la boîte et tout. Moi, je me rappelle, j'ai bossé dans une très très grande ESN et on nous avait donné un jeu de cartes avec 64 cartes. Ok. Et la toute dernière carte, il y avait un truc genre ma présence sur LinkedIn, tu vois. J'étais en mode, vas-y, tout ça, c'était pour me dire comment je dois parler de mon client ou de ma boîte sur LinkedIn, tu vois. Mais voilà, bon bref, le descendant, c'est nul. Faut faire des codev. Faut faire du codev. Bien sûr. Et ça marche pour les commerciaux aussi, en fait, des codev. Donc les gens parlent entre eux de pourquoi est-ce qu'ils sont contents, etc. Et ils font émerger ensemble les idées qui leur plaisent. Et donc, tu fais du codev. Ça, ils s'approprient le discours ensuite. Le deuxième sujet, c'est de trouver tous les bloquants qui peuvent les empêcher de prendre la parole. Il y a des boîtes où il y a des embargos sur la presse, les boîtes publiques où c'est interdit de parler à la presse pour plein de raisons. Ces bloquants-là, en fait, faut les enlever, il faut les sécuriser. C'est pour ça que prendre la parole sur un média payant, par exemple, c'est plus sécurisé que de prendre la parole sur des médias plus publics parce que tu peux contrôler un peu plus ce qui est dit, etc. Donc c'est ok, et trouver des moyens de leur donner la parole. Nous, Wheel of Death, il y a 400 personnes qui me prennent la parole en vidéo chaque année. Ouais, c'est trop bien. Ouais, et puis en fait, moi, mon job en tant que journaliste dev, c'est de mettre à l'aise les invités pour qu'ils aient l'air intelligents, etc. On fait du montage. Franchement, c'est normal, tes collabs, c'est pas des acteurs, tu vois. C'est super compliqué à faire. Enfin, t'as des gens pour qui c'est entre guillemets inné et où c'est facile quand t'es genre méga extraverti et tout méga avenant. Mais t'as beaucoup de personnes qui ont du mal avec la vidéo et il faut respecter ça. Tu vois, à la limite, tu proposes un format autre, genre un format audio, un format texte. Et aujourd'hui, les contenus ils existent dans tous les sens, dans tous les types de formats. Donc tu trouves ce qui est le mieux pour que la personne soit à l'aise pour parler de sa boîte, quoi. C'est ça. Donc là, il faut trouver un moyen de les sécuriser, de les mettre à l'aise. 100%. J'ai bossé avec des boîtes où on avait des ateliers do and don't sur la de données par la Comcorpo pour que les gens soient à l'aise sur ce que je peux dire ou ce que je peux dire pas. Tu vois, par exemple, un des trucs qu'on dit jamais et qu'on devrait dire plus souvent, c'est que si sur le site corpo de la boîte, telle information elle est en public, t'as le droit d'en parler aux journalistes en fait. Oui, bien sûr. Ouais, clairement. Ouais, mais attends, tout le monde le sait pas, ça. Et c'est ça, ouais, ils se disent mince, j'ai pas le droit de parler, notamment dans des boîtes où la culture opaque est assez forte. Tu vois, souvent dans la banque ou dans l'assurance, tu penses que t'as rien le droit de dire, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, tout ce qui est public, pourquoi ne pas le dire, quoi. Voilà. Et puis le dernier point, c'est si un tech ou une tech il t'a recommandé un ami ou une amie, en fait, il faut que le recruteur il donne des nouvelles. Et qu'il le fasse bien. Enfin, c'est un peu quand tu parles là, c'est un peu le sujet de la cooptation. Souvent, la cooptation, quand elle est faite, elle est mal faite et les gens, en fait, osent plus coopter parce qu'ils savent que ça va mal se passer. Donc, en effet, un candidat ou une candidate cooptée, c'est des VIP, en fait. Il faut les traiter beaucoup mieux que la moyenne. Sinon, en effet, les gens coopteront plus, alors que c'est un des meilleurs canaux en termes de conversion et de rétention. C'est ça. Et une fois qu'on a dit tout ça, la prime de cooptation, on s'en fout. Parce que la bonne raison de coopter, c'est que tu as les bonnes armes pour convaincre tes amis ou tes proches et tu le fais sincèrement. Tu vois. Si tu le fais pour 1500 balles,
C'est une prime à l'embauche, c'est plus une cooptation. C'est vrai. Bon, ça, on pourrait faire un débat entier sur la cooptation, enfin sur la prime pour ou contre. Là-dessus, je pourrais mettre en description un excellent livre blanc qui avait été par Trusty, qui expliquait justement toutes les manières possibles de récompenser autre que la prime. Typiquement, il y a une boîte, je sais plus quelle est laquelle, qui fait ça très bien, c'est genre des dons à des assos. Genre, tu fais une cooptation, t'as genre 1000 € qui est donné par la boîte à une asso, ce qui est génial. En plus, économie d'impôt, c'est tout ça, du coup, ça coûte pas grand-chose. Mais le nombre de boîtes ou dans la tech, il y a des gros logiciels de cooptation. Ouais, ça sert pas à grand-chose, des fois. Non, mais surtout qu'en plus, ça leur brouille leur reporting. Parce qu'ils ont l'impression que la moitié de leur recrutement sont faits par cooptation. Alors qu'en fait, il y a des managers, ils vont faire pipi sur tous les candidats. Pour au pire, ils touchent la prime si ça rentre. Tu vois. Donc, deux fois où moi ou un proche, tu vois, on avait candidaté dans une boîte, on demande à un copain qui bosse dans la boîte de nous coopter, tu vois. En mode, viens, on partage la prime après, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais en fait, il y a quelqu'un que tu connais pas et t'as déjà coopté, tu vois. Tu fais, mais attends, c'est qui ce gars-là qui m'a coopté? T'arrives à l'entretien, tu dis à la RH ou à la recruteuse, ouais, par contre, je connais pas le. Ouais, c'est quoi ce bazar? C'est qui lui, là? Pour la mini-histoire là-dessus, on te posait une dernière question que j'ai pour toi, mais t'as un mec, je ne citerai pas évidemment la boîte, mais qui m'avait contacté pour faire un deal un peu crapuleux. C'était une boîte qui faisait des très 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 grosses primes. On parle de primes à 20 000 €. Parce que du coup, t'avais des multiplicateurs dans cette boîte. Donc en gros, si tu recrutais une femme plus qu'un homme, c'était x2, et des seniors plus que des juniors, c'était x2. Et du coup, il m'avait dit, on fait un deal. Moi, je suis un salarié de la boîte, donc je peux coopter. Toi, t'es bon en sourcing, donc tu vas me trouver les gens. Moi, je les envoie. Je fais genre que j'ai une histoire avec eux et on partage en deux la prime. Genre le deal le plus crapuleux de l'histoire. Non, mais le nombre de fois, ça m'est arrivé. C'est genre les gens qui donnent une PS5 ou une bouteille de champagne pour le bon candidat. Et je suis là en mode. Et en fait, c'est un taf. Hein. Ah, de ouf. Et après, les gens, ils travaillent plus. Non mais c'est ça, en vrai, ça dévalorise le job des recruteurs 100%, de faire ça. 100%. Moi je trouve ça choquant. Franchement, je te promets, il y a plein de gens qui vont dire, ah Damien, t'es un dev avec un peu d'influence. Moi j'offre une PS5 et à la personne, en plus plutôt une PS4 d'ailleurs, qui est à la personne qui m'aide à trouver un candidat. Je fais yes, mais si tu veux, moi je t'envoie une lettre d'émission avec 8 000 € dessus, hein, sinon. Tu vois, parce que pour une PS4, en fait, je parle pas tout aux gens. En fait. Il y a plein de manières pour d'être filou. C'est surtout qu'en plus, les primes, il les donne que si le candidat il reste 3 mois, machin chouette. Oui, il y a 1000 conditions. Des fois, c'est une partie de la prime quand il arrive, une partie après la période d'essai, une partie genre un an plus tard. Un recrutement, ça coûte 10 000 €, une prime de 500 €, ça sert à rien. Ouais, de ouf. Je suis d'accord avec toi. Écoute, est-ce que tu as une chose à... Moi, j'ai 3 questions à te poser qui sont les 3 questions finales de chaque épisode de Tam Tam. On est déjà arrivé à la fin. C'était allé très vite. Mais c'est bien parce que tu parles aussi vite que moi. Du coup, l'épisode est plus court. Donc, c'est chouette. Les gens, faut pas qu'ils fassent en x1,5 ou x2, sinon ils vont pas réussir à suivre notre rythme. Est-ce que tu as une chose à rajouter sur le sujet avant qu'on passe aux 3 questions de conclusion qui sont des recommandations de ressources? Non, mais c'est ça l'idée, hein, c'est que vos collaborateurs, il faut les mettre en première ligne et les annonces, c'est la 3e ligne. Les premières lignes, c'est vos collabs, ils savent pourquoi ils sont heureux et en plus, c'est hyper fidélisant pour eux qu'on leur demande pourquoi ils sont heureux dans la boîte et de les mettre en avant, etc. Vous investissez aussi sur leur réputation personnelle, 100%. Vous leur donnez des opportunités de carrière, etc. Voilà, le contresens, c'est d'imaginer que les devs, ils sont différents et qu'ils ont besoin d'un truc spécial. En fait, juste les devs, ils ont du mal à être compris. Mais c'est pas parce qu'ils... Voilà, c'est plus parce que leur métier est un peu opaque. 100%. Tu me disais dans la préparation que les devs, c'est en fait des cadres comme tout le monde. C'est ça. Pas de différence majeure, quoi. À part les t-shirts Star Wars, si on reprend le cliché qu'on disait au début de l'épisode. Il y en a qui portent des costumes comme tous les cadres. Il y en a qui... Exactement. Et tu vois, genre moi, typiquement, il y a une semaine, j'avais un t-shirt Mario alors que je ne suis pas dev. Comme quoi, tu vois, c'est le monde à l'envers. Et quand j'étais en stage, je travaillais dans une banque, du coup, j'avais une chemise saumon. Yes. Miam, on aime bien rentrer dans le pantalon, évidemment, avec une belle ceinture. Non, t'as osé en dehors du pantalon? La chemise. La première. Alors j'ai fait un stage dans un cabinet de conseil où on était obligé d'être en costume cravate tous les jours. Magnifique. Au cas où il y a une qualif. Et mon manager, lui, il venait en jean. Ok. Ah oui, si tu comprends, c'est le boss, donc il a le droit. Et sur la fin du stage, j'avais pas l'intention de rester, donc j'ai commencé à remettre des jeans quand même, tu vois, parce que c'est plus confortable, même des shorts si possible, tu vois. Mon manager est venu me voir, il m'a dit, ouais, Damien, t'es trop jeune pour porter des jeans. Je laisse réfléchir à cette phrase. On aime bien, ça ne fait aucun sens. Donc ouais, sur cette phrase, laissez les gens s'habiller comme ils veulent. Ouais, franchement, on est là pour coder. Il n'y a pas de shortgate. Tu sais que c'est encore un vrai truc aujourd'hui dans des boîtes, des coups du shortgate. On en avait un dans une des boîtes dans lesquelles j'ai travaillé où c'était vraiment un problème et c'était monté jusqu'au CSE en mode est-ce qu'on doit ou pas laisser les devs porter des shorts. Finalement, les devs avaient gagné. Tu avais une sorte de c'était pas comme la RATP, au moment où les conducteurs avaient, je crois qu'ils s'étaient mis en robe, un truc comme ça, ou tu sais, comment tu dis, les trucs écossais là, ils s'étaient mis en kilt pour justement protester contre ça. Bref.
Non, mais Mais, en vrai, il y a plein de laissez-les boîtes de s'habiller. tech où c'est les CSE qui demandent. En fait, il fait chaud, Ça fait aucun faut en sens. mettre et ça devient des exceptions dans le CSE et tout. Mais en vrai, c'est pas du tout déconné ce que je raconte. Non, hein. mais bien sûr, ça fait, bon, c'est le monde à l'envers, mais laissons les gens s'habiller comme on veut. On est en 2023. Pour finir l'épisode, 3 choses pour toi. Donc, c'est 3 recos. La première, c'est un contenu. Ça peut être podcast, un article, un livre que tu recommandes. Ça serait quoi? Eh bien, écoute, en vrai, je le recommande super sincèrement parce que ça fait. Franchement, j'ai l'impression qu'en ce moment, je le tape régulièrement dans Google pour le retrouver. C'est le guide complet d'Aurélien Boutodou sur comment écrire une annonce. En vrai, quand je suis en rate d'idées ou quoi, il y a toujours une bonne idée. Ne faites pas tout ce qu'il y a écrit dans l'article. Même si. Ouais, si, Oui, il est très long en plus. Il fait. Avant le podcast, je l'ai mesuré, il fait quand même 6000 mots au total. Ouais, c'est un pavé. Ouais, c'est un pavé. Mais c'est pour ça qu'il marche bien en SEO, c'est pour ça qu'il est bien, c'est pour ça qu'il est génial. De ouf. Il y a toujours des bonnes idées dedans et ouais, c'est une bible en soi le truc. Donc, Sur l'annonce. franchement, Ok. ouais. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander en lien avec le recrutement ou pas, que tu aimes et que tu recommandes? Alors j'ai longtemps hésité. C'est dur parce que tu connais plein de gens. Et moi je recommande de suivre sur LinkedIn Adélie Albaré. Qui est vendeur pingui en live. Je viens Franchement, de cliquer dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Vendeur pingui en live. Quel est le concept? en fait, rentrer dans l'univers d'Adélie. Moi, Adélie, j'ai essayé de la recruter 2 fois, j'ai échoué 2 fois à la recruter. Elle est incroyable, elle est hors sol, elle est hors cadre. Elle est hors cadre pour une cadre. Et rentrer dans l'univers d'Adélie. En vrai, vous allez kiffer. Elle est Canvasador, ambassadrice Canva. C'est très drôle comme terme. Canvasador. Ok, donc Adélie Albaré, on mettra son LinkedIn en description de l'épisode. Je suis sûr que vous ennuierez pas. Très bien. Et dernière chose, est-ce que tu aurais une série ou un film, un documentaire à nous recommander en lien ou pas avec le recrutement? Ouais, non, là, je t'ai mis Star Wars Résistance. Moi, en vrai, en fait, Star Wars, les films, je les ai pas trouvés bien. Alors, lesquels? Est-ce que tu es toujours les fans Non, mais même tous, en fait. Aucun? Ok, d'accord. Et le lore qu'il y a autour de Star Wars est 20 fois plus intéressant. Et je sais pas, je me suis fait c'est devenu un intérêt spécifique récemment. Et c'est hyper intéressant de comprendre comment c'est une critique de l'impérialisme. 100%. Tu vois, à l'entrée du podcast, je t'ai pas dit que j'étais contre des trucs hyper importants dans la société, mais à la fin, je te le dis, l'impérialisme, c'est affreux, et l'impérialisme a des formes très vicieuses, même dans la démocratie. Bien sûr. Et tu Star l'as Wars, l'entreprise, hein. Enfin, c'est pas qu'un truc politique. en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que dans Star Wars, les Jedi et la République sont aussi des impérialistes. Et en fait, une fois que l'Empire est là, en fait, il faut faire marche arrière, etc. Puis en fait, une fois qu'on a tombé l'Empire, en fait, c'est pire qu'avant. Est-ce que c'est mieux qu'avant? On sait pas tout. Et puis il y a le nouvel ordre qui arrive. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que au final, on est toujours en train de lutter contre l'impérialisme dans Star Wars. Et l'impérialisme a toutes ces formes qui sont vicieuses et pernicieuses. Voilà. Et je trouve ça intéressant de se le rappeler de temps en temps. Donc Star Wars Résistance, c'est quoi ça? Je le connais pas. C'est un dessin animé, c'est ça? Star Wars Résistance, c'est un dessin animé film d'animation. qui est sur les 3 derniers films. Donc c'est la Nouvelle République et le Premier Ordre. Et c'est la bordure extérieure. Ok, trop bien. Et c'est assez intéressant parce que c'est un huis clos. C'est-à-dire qu'il y a c'est une station maritime sur une planète qui sert de ravitaillement. Et en fait, il y a très peu de personnages dans la série. Ils sont tous là-dessus. Il y a des gens qui trouvent que l'intrigue, elle évolue pas. Mais il y a un peu un huis clos. Et du coup, il y a effectivement ça. En fait, il y a des pirates qui viennent les attaquer. Et du coup, ils acceptent que l'Empire, il protège. Enfin, le Nouvel Ordre, ils mettent des soldats pour les protéger des pirates. Puis après, en fait, ils regrettent, etc. Tu vois. Voilà. Okay. Et puis il y a des gens qui sont en mode oui mais regarde maintenant on est en sécurité, oui mais regarde maintenant il y a des soldats, ils nous demandent de montrer nos papiers, tu vois. Ouais, il n'y a jamais vraiment de solution comme tu dis, et l'impérialisme peut prendre plein de formes différentes pour venir gâcher nos vies. Donc comme phrase de conclusion, on peut dire à mort l'impérialisme et vive la résistance. C'est ça, et aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Merci beaucoup Damien d'être venu dans cet épisode, t'as donné beaucoup de valeur, beaucoup de choses, beaucoup d'exemples concrets, c'est très chouette, et à la prochaine fois dans un lieu j'espère qui sera moins souterrain et artificiel que là où tu m'as accueilli aujourd'hui, même si le reste de ton bâtiment est très chouette et ton équipe est très cool et m'a offert du chocolat et du thé tout à l'heure. Super cool, tu vas aller prendre l'air avant de partir là. On peut faire ça. Merci Damien, à la prochaine. À bientôt. Bye. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.